Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Trapanel. Premier mouvement, 10e épisode. Nous avons écouté beaucoup de musique dans les 2 épisodes précédents. Revenons au sujet qui nous intéresse. Alors oui, c'est la musique aussi, vous allez me dire, mais plus spécifiquement les aléas de son apprentissage. À travers une série de témoignages avec des intervenants que vous connaissez bien maintenant si vous avez suivi les épisodes précédents. Éloge du dissonant, de l'imparfait et des règles détournées, voilà l'angle sous lequel nous allons aborder le sujet ce soir. Un angle un peu tordu et finalement assez large qui recouvre tout aussi bien les dissonances harmoniques du rock indé, les vertus d'une guitare imparfaitement accordée et le choix délibéré de s'affranchir des règles apprises au conservatoire. La liberté artistique et la quête d'une identité sonore passent parfois par des chemins un petit peu détournés comme ça. Mais laissons la parole dans un premier temps à Harmonie et Boris du groupe Chien de Faïence. C'est sur Trapanel et c'est tout de suite. L'émission Trapanel commence. Je pense que j'ai tellement écouté et je me suis forgé et formé en écoutant tellement des trucs dissonants que un truc très, très bien fait, très propre, et notamment par exemple le chant, c'est pareil, c'est pas spontanément ce qui va me... Moi j'aime vraiment, spontanément c'est quand même l'étrange et peut-être le dissonant qui me capte. Et par exemple les belles voix, tout ça, j'y suis très très peu sensible. Et ouais, moi dans une voix, c'est vrai que ce que j'aime des fois, c'est quand c'est un peu bizarre. Quand c'est bizarre, quand c'est étrange, quand je comprends pas ce qui se passe vraiment et que ça... Et le beau me touche moins spontanément. Alors je dis pas que ça me touche pas, parce que c'est pas le cas des fois. Mais ouais, c'est étrange. Les nuances de béton, la lumière du plafond, j'aime ce qui est pas beau. Moi, je pense on a enregistré des trucs vraiment très dissonants et faux et sans trop finalement s'en rendre compte, si en s'en rendant compte. Mais en s'en rendant compte, mais pas en tout cas. Je pense pas que la base c'était se dire on va faire un morceau très dissonant, tu vois. Oui, pas volontairement faire n'importe quoi non plus. Oui. Parce que quand même on aime. Enfin, je sais pas, on dit du rock, mais c'est aussi surtout de la pop. On aime bien les mélodies pop et tout ça. Je pense qu'il y a quand même. On met des refrains, on met des trucs comme ça. Oui. Beaucoup, dans quasiment tous les morceaux, quoi. Il y a très peu de. Donc voilà, c'est pas non plus totalement. Les bruitistes et. Mais moi j'aime bien ce truc, la pop qui va vers du dissonant, du déviant. Quand j'entends une guitare mal accordée, je fais c'est mal accordé, toi. Et Thomas Ben Nassarat Gandour. Et après, je trouve ça magnifique que ce soit désaccordé parce que finalement, la première perception que j'ai eue, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Mais finalement, c'est ça qui fait le charme de cette chanson, quoi. C'est badaud, il y a des chansons incroyables, Wonderful. Mais Wonderful, c'est une chanson qui fond sur elle-même et moi ça m'a toujours fasciné ça. Des chansons qui fondent sur elle-même, qui font des harmonies, qui bougent, quoi. Trapanel. Les solos, c'est vrai qu'au début on faisait un peu plus du rock. Il y avait un peu ce moment des fois, c'est vrai que dans les morceaux, quand on composait un morceau, on disait là il y a un petit creux, est-ce qu'on met un solo quoi. Et des solos de guitare, par exemple, moi j'en faisais et tout, t'en faisais aussi. Moi. Et je pense que je faisais n'importe quoi. Mais vraiment, alors je pense que du coup, mais la dissonance à sa place aussi, c'est pas grave. Et même, moi j'aime bien quand même aussi le bruit, j'aime bien le bruit, les trucs bruitistes et tout, donc ça me dérangeait pas tant que ça, mais je sais qu'au moment des fois du truc, de l'enregistrement, je me disais ok, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où il faut que je me mette sur quel casque, tout ça, c'était... je pense que j'ai fait des trucs aberrants et tout. Mais bon, c'est pas grave. J'ai beaucoup de mal aussi, moi, j'ai, je pense, pas du tout l'oreille musicale, ou très peu. Et je me rends très peu compte quand quelque chose est faux. Ou surtout quand je chante, je crois. Mais même des fois, les trucs de guitare, je sais qu'il y a des fois on me sortait, mais là c'est totalement faux. Je dis, ok. Pendant son enfance, Austin Wiggin vivait seul avec sa mère dans le New Hampshire. Celle-ci pratiquait la chiromancie et décida un jour de lire dans les lignes de la main d'Austin. Elle lui prédit 3 choses. Qu'il épouserait une femme blonde vénitienne, qu'il aurait 2 fils après sa propre mort, et que ses filles formeraient un groupe qui aurait du succès.
Les 2 premières prédictions se réalisèrent, amenant Austin à penser qu'il en serait autant pour la 3e. Vivant difficilement de son emploi d'ouvrier dans l'usine textile locale et rêvant d'un avenir meilleur pour sa famille, Austin, en 1965, retire de l'école ses 3 filles, Betty, Dorothy et Hélène. Il leur achète des instruments et leur fait suivre des cours de musique, bien qu'elle n'ait manifesté ni aptitude particulière, ni véritable envie allant dans ce sens. Obéissant à la volonté de leur père, les 3 sœurs formèrent The Shags. Le nom est une référence à la coupe de cheveux Shaggy, une frange touffue très en vogue à l'époque qui devint la coupe des 3 sœurs, le tout étant évidemment le fruit de la volonté d'Austin. Un père impitoyable qui leur impose une vie cloîtrée dans la maison familiale, déscolarisée et privée de toute vie sociale. Chaque samedi soir, de 1968 jusqu'à la mort d'Austin en 1965, les Shags se produisent sur la scène de la mairie de Fremont. Les autochtones viennent les voir, soit parce qu'il n'y a rien d'autre à faire à Fremont, soit par volonté délibérée de se payer leur tête. Et pour cause, les Shags jouent mal, n'ont aucun sens du rythme et leur sourire crispé trahit un enthousiasme fort relatif. Cela ne décourage pas leur père qui, dès mars 1969, les emmène au Fleetwood Studio de Weaver, au nord de Boston, pour enregistrer leur premier album, Philosophy of the World. L'ingénieur du son leur suggère de travailler encore un peu avant l'enregistrement de l'album, mais Austin ne veut rien entendre, voulant capturer le jeune groupe dans toute la spontanéité de ses premiers instants. L'album sort le 15 juin 1969, mais sur les 1000 exemplaires prévus, le distributeur n'en délivrera que 100 avant de s'éclipser. Le groupe fut qualifié dès l'époque de plus mauvais groupe de tous les temps. Mais entre l'indifférence et la moquerie, une voix discordante se fit entendre, et non des moindres. Celle du musicien Frank Zappa, qui, tout aussi peu nuancée, déclara dans une interview qu'elles étaient meilleures que les Beatles. Car oui, même si le niveau technique des instrumentistes chanteuses est épouvantable, même si la batteuse ne semble pas jouer les mêmes chansons que ses sœurs, on peut trouver un charme bancal à la bizarrerie de ce disque, une étrange naïveté affranchie de toute forme de rigueur ou de conformisme. C'est peut-être ce qui a plu à Frank Zappa ainsi qu'au célèbre et iconoclaste rock critique américain Lester Bangs. C'est peut-être aussi ce qui poussera Kurt Cobain à classer Philosophy of the World parmi ses 50 disques préférés. L'objet obtient un statut de disque culte prisé des amateurs de bizarrerie. Encore fallut-il pour cela qu'il soit disponible et réédité, ce qui fut le cas en 1980. Le magazine Rolling Stone leur décerna l'award du comeback de l'année. Une distinction qu'aurait peut-être appréciée Austin s'il avait été encore de ce monde. Essaye de dire Nel. Nel. Panel. Panel. Trapanel. Travalène. Non mais c'est le truc, tu vois, comme disait David Barra. Laurent Blot et Jérôme Pichon. Donc David Barra, c'est le manager de Gaspard Royan et d'autres artistes. Lui, il trouvait, et quelque part je suis un peu d'accord avec lui, que le rock aujourd'hui est moins rock parce qu'il y a des accordeurs. C'est-à-dire que la dissonance, en fait, dans les années 60, et c'est clair, y compris les Beatles, quoi, tu vois, je veux dire, déjà la Hofner de Maca, elle est un peu fausse tout le temps, quoi. Mais eux, ils étaient accordés un peu sur le piano, quoi, en fait. Pas bien accordés, évidemment, mais je pense que ça joue un rôle sur le... Tu vois, si par exemple Queens of the Stone Age, j'imagine qu'ils sont super bien accordés, bah, c'est fat, c'est charmé, mais c'est un peu propre, quoi, quand même. Peut-être que la différence est là, quoi. Alors que Led Zeppelin, par exemple, c'est un peu crado, quoi. C'est un peu sale. En fait, c'est sur disque que c'est intéressant, je trouve, parce que c'est pas forcément accordé pile, mais ça vit. C'est vrai qu'en live, des lives de cette époque, des fois, tu te dis, wow. Voilà, c'est pas possible. Mais c'est un peu comme le click, je sais pas, il y a un truc, ouais, tu t'accordes carrément sur un vrai instrument et quand tu joues basé sur un vrai batteur qui va te donner le time mais de façon humaine, ça change tout. C'est clair.
ça change tout. Enfin, en tout cas, si tu recherches une forme d'authenticité, ou je sais pas. Toi, je pense que même un truc aussi tight que Chic. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils ont enregistré avec un clic ou pas? Est-ce que ça existait un clic en 76, 77? Je crois pas. Tu vois, je pense pas. Et c'est tight, mais ça bouge un peu, quoi. Et c'est ce qui fait le groove, quoi. En fait, le backbeat et tout ça, quoi. Ouais, c'est au piano, en effet, par rapport à ce que tu viens de me dire. En effet, des fois, je joue 3 notes, tu vois, ou 2, mais des fois, il y a des basses pleines, mais des fois pas. Et du coup, juste 2 notes ou 3, ça fait une harmonie. Et je sais pas ce que c'est. Donc, je sais pas si c'est en lien avec ce que tu racontais, mais... Oui, ouais. Le fait d'être autodidacte au piano fait que... Enfin, autodidacte, de pas avoir de repères. Voilà, des fois, juste poser 2 notes... Ouais, c'est... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Alexis Campet, un musicien avec qui je travaille depuis 10 ans, enfin, il joue plein d'instruments. Et là, en fait, quand j'ai fait les pianos, pour l'album, je lui ai dit, j'aimerais bien que ce soit toi qui les enregistres, parce que moi, quand même, voilà, je me suis dit, ça ira plus vite en studio si c'est lui qui le fait. Et je lui ai envoyé, je lui ai dit, et puis si tu veux améliorer, vas-y. Et puis en fait, il m'a dit, bah non, en fait, il m'a dit, je vais pas améliorer, parce qu'il me dit justement, enfin, il va aller jouer plus vite que moi, mais il a gardé le côté assez basique et en fait resserré, tu sais, sur le piano. C'est-à-dire, ça prend pas toute la largeur du piano, ça joue au milieu, là, comme ça. Et lui, il aimait bien ça, et truc par rapport aux arrangements et à la voix, ça permettait de pas prendre toute la place. Et du coup, il a gardé ça, mais c'est lui qui les a fait. Comme ça, en 2 jours, c'était plié, quoi. J'aimais bien l'histoire de Christophe. Barbara Carlotti. Qui s'était mis tard au piano. Et tu sais, il prenait un cours avec une prof russe, quoi, qui était très mignonne, évidemment. Et elle lui montrait... En fait, elle avait compris un truc. Il avait raconté ça, il avait compris que, en fait, il jouait dans une harmonie, je sais plus si c'était si bémol mineur ou un truc comme ça, tu vois, et que c'était son monde sonore, quoi. Et que du coup, elle lui faisait bosser vraiment toutes les gammes possibles, tous les systèmes autour de cette gamme, en tout cas, pour que lui, il puisse aborder le piano comme genre une sorte de matière, quoi. Et qu'il puisse jouer dans les harmonies. Enfin, après, il avait une oreille musicale, il était guitariste aussi, et tout ça, donc il pouvait comprendre. Mais il y a vraiment ce truc que moi, quand je l'ai vu jouer en concert, au Silencio, par exemple, il s'accompagnait tout seul, et il était au piano, et parfois, il jouait pas du tout les harmonies de base de sa chanson. Il improvisait, en fait, autour de la tonalité dans laquelle la chanson était écrite, et il se rattrapait un peu comme il pouvait. Enfin, c'était hyper marrant, parce que t'avais vraiment l'impression que, effectivement, le piano était pas du tout un instrument sur lequel tu joues des accords et tu passes d'une tonalité à l'autre. Non, c'était devenu comme une sorte, ouais, de monde de matière dans lequel lui, il faisait des couleurs, quoi. Et j'étais super impressionnée par le fait que très rapidement, je crois qu'en 1 an ou 2, il était assez à l'aise, en fait. Il avait trouvé, en fait, sa manière d'aborder, lui, la musique et ses propres harmonies et ses chansons et sa façon de les faire. Il avait trouvé une manière de le faire, mais qui n'était pas une manière de pianiste... tu vois, habituel, enfin comme on apprend au conservatoire, quoi. Il avait trouvé quelque chose, quoi. Et je me suis dit, ça c'est un enseignement pas mal, c'est-à-dire je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs en fait qui font ça, c'est-à-dire qui abordent l'instrument plutôt comme un endroit où ils vont pouvoir décliner des couleurs et des formes, mais où ils s'en foutent de savoir que s'ils font une cadence parfaite ou tu vois, ou autre chose, quoi. Et ça, moi, je pense que c'est aussi ça qui te donne une identité au final, quoi. Donc, c'est une problématique, parce que moi, quand je prenais le piano, je comprends des trucs théoriquement, en fait, parce que je les ai appris il y a très longtemps au conservatoire. Mais au fond, est-ce que je donne vraiment la couleur que j'ai envie de donner, tu vois, à ce que je veux faire au moment où je veux le faire, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça qui, au fur et à mesure, la technique peut te permettre quand même d'acquérir
mais une technique que tu peux inventer toi-même en fait. C'est tout le truc qui est là, quoi. Donc, je pense que l'important, c'est surtout, d'arriver à développer suffisamment d'outils pour que, en fait, tu sois pas empêché par l'aspect technique de l'instrument, quoi. Consonne. T. Consonne. R. Voyelle. A. Consonne. P. Voyelle. A. Consonne. N. Voyelle. E. Consonne. L. Ça me rappelle un souvenir lorsque j'étudiais l'orchestration en 3e année. Niki de Miller. Notre prof nous faisait relever sur partition des morceaux qu'on écoutait. Et un jour, mon prof Thibaut Renard, mon prof d'orchestration, qui était quelqu'un qui moi m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui venait du jazz. Il était érudit. Et en fait, à un moment, ce mec qui venait du jazz s'était mis à écouter du rock. Et moi, je lui ai fait découvrir métal urbain quand même. Et c'était génial. Je sais qu'à certains élèves du conservatoire, ils faisaient écouter du métal urbain. C'était génial. Il était très ouvert. Et un jour, on est donc en cours d'orchestration à relever nos morceaux, là, à nous planter des clous dans la tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle fait la clarinette dans l'harmonie du morceau et tout. Et là, on étudie un morceau des Zombies. Il amène un morceau des Zombies. C'était peut-être pas les Zombies. C'était sûrement un groupe de cette époque-là. Mais en tout cas, je sais que ce groupe, c'était des autodidactes qui s'essayaient justement à l'orchestration, à des choses plus complexes pour un album un peu plus aventureux dans les années 70, pour suivre un peu le mouvement des Sgt Pepper et consorts. Et en fait, notre prof, il nous disait, pour faire de l'analyse musicale, du relevé par oreille, des fois c'est dur d'entendre bien ce que font chacun des éléments, qu'est-ce que fait la flûte piccolo, qu'est-ce que fait machin et tout. Il dit, il faut des fois penser conduite de voix. Donc... Et c'est là que je trouve ça intéressant, parce qu'il y avait un côté, on se dit que le compositeur qui a orchestré ça, il connaît la musique, donc forcément il va respecter des règles de conduite de voix. Les conduites de voix, c'est que les voix se croisent pas. C'est que la voix 1, celle qui est la plus aiguë, il faut pas que, quand elle suit l'harmonie, elle passe en dessous de ce qu'est la voix 2 ou la voix 3. Parce que sinon, les basses se retrouvent en haut, les éléments aigus comme les flûtes se retrouvent en bas, et c'est le bordel et ça sonne pas. En tout cas, théoriquement, tout ça, c'est les règles. Et puis surtout, il faut conserver l'harmonie. En culture jazz, il faut conserver l'harmonie, parce qu'il faut jamais que... Par exemple, sur le premier accord, nos instruments, ils nous fassent une fonda, une tierce, une quinte, une septième et une neuvième, une onzième ou une 13e, j'en sais rien. Il faut pas que sur l'accord suivant, on se retrouve juste avec une fonda et une quinte. Et là, en relevant ce morceau de pop, on se rend compte qu'ils ont complètement fait ça. Ils ont fait un appauvrissement total de leur harmonie dès le deuxième accord. Ce qui serait complètement interdit par les règles d'orchestration, de solfège, et de culture jazz, quoi. Et là, c'est rigolo parce que le prof était comme nous, il avait beau avoir un super bagage musical, il n'avait pas capté ça avant de se mettre au relevé. Et il adorait le morceau. Il le trouvait mortel. Et d'où, vraiment, ça a été la preuve par A plus B que oui, on est constamment en train de déconstruire aussi nos savoir-faire. Et oui, il y a les règles, mais les règles sont aussi faites pour être transcendées, détruites. Mais attention, moi je crois aux règles. Un peu comme Picasso, quoi. On apprend à faire des tableaux de maître selon toutes les techniques classiques. Et ok, après on déconstruit, on met un goût de canif dans le contrat. Mais pour déconstruire, il faut avoir su comment tous ceux qui nous ont précédés ont construit. Moi je crois en ça. Parce qu'on n'est pas un artiste spontané, on s'inscrit dans une époque et on s'inscrit aussi dans un cheminement d'autres artistes dans une même catégorie. Toujours. En composition, c'est vrai que moi, on apprend qu'il y a une forme, un ensemble de règles qui font que globalement, si tu les suis, ça sonne, quoi. Rémi Foucard. Ça va pas forcément faire de la musique belle, mais en tout cas, ça va sonner, ça va pas accrocher l'oreille en mode « Ah, c'est un peu bizarre ». Ça veut pas dire que tu ne dois pas... quand tu apprends que tu ne dois pas transgresser ces règles, bien sûr. Mais l'évolution aussi des styles, c'est aussi des gens qui disent « Je sais que c'est interdit, mais quand je brave l'interdit, mais uniquement de cette manière,
je trouve quand même que c'est intéressant et que ça sonne. Et donc, ça donne une nouvelle règle. Et après, ça fait autorité. Alors que c'est juste une personne qui a bricolé, qui a dit « Non, mais je sais que c'est interdit, je sais pas, la neuvième, les accords de neuvième, jusqu'à Chopin, par exemple, on faisait pas des accords de neuvième. Et Chopin, il a dit « Ouais, mais quand je fais des neuvièmes, mais je sais pas s'il l'a théorisé, mais en tout cas, il fait des neuvièmes de dominante. Et en fait, d'une certaine manière, en fait, ça fonctionne. Mais si tu le fais d'une autre manière, c'est vrai que ça sonne pas ouf. Et donc, quelque part, il transgresse. Ou alors les septièmes d'espèce, ce qu'on appelle en notation de jazz les septièmes majeurs ou septièmes mineurs. Jusqu'à la fin du 19e, c'est pareil, c'est un peu interdit. Et au 19e, ils disent « Ouais, mais en fait, c'est un retard par rapport à la note d'avant et tout. » Et en fait, si je le fais de cette manière, ça sonne, ça marche. Donc, en fait, on apprend qu'il y a des règles et... Si, si on n'a pas d'oreille, on peut juste suivre les règles aveuglément. Et si tu as un peu d'oreille, que tu t'appropries les règles, que tu digères pourquoi elles sont là, parfois tu peux dire « Ouais, je transgresse, mais je sais pourquoi. Je sais que c'est interdit, mais je veux ce son-là de cet interdit-là. » Mais ça demande justement peut-être pas juste d'avoir fini tes études, ça demande de maîtriser, d'avoir entendu, de savoir pourquoi c'est là, pourquoi tu suis les règles ou pourquoi tu les transgresses. Ça demande un peu plus de pratique, je pense. Extrait de l'autobiographie de Michel Polnareff, Polnareff par Polnareff. La connaissance peut tout bloquer. Au conservatoire, par exemple, on m'a appris qu'il ne fallait surtout pas, jamais, faire de cartes successives. Henry Mancini s'est heureusement empressé d'oublier cette règle. L'intro du thème de La Panthère Rose en est la preuve. Il n'aurait pas osé cette dissonance sur Moonweaver. Toute ma vie, en composant, je n'ai pas arrêté de désapprendre volontairement. Rien ne me fait plus plaisir que de faire exactement le contraire de tout ce que j'ai appris. En harmonie classique, on apprend à ne pas enchaîner des quintes aux deux mêmes voix, quoi. C'est interdit par la loi. Pour des raisons qui font sens quand tu écris pour un chœur, pour un quatuor, pour je ne sais quoi. Et puis, de toute façon, de base, je sais pas, un power chord, c'est juste des quintes. Hein. Et effectivement, Henry Mancini, avec la Panthère Rose, c'est le début, param, c'est que des quintes qui s'enchaînent. Mais en fait, là, dans ce cas précis, on a l'impression que c'est un seul instrument qui fait ces quintes, donc ça marche. Ce qui marche pas, c'est quand en fait, plusieurs instruments, on a vraiment un truc, par exemple, à 4 voix, un truc classique, et puis tout à coup, quand il y a une quinte, c'est un rapport qui est tellement juste qu'on a presque l'impression, comme un unisson, de perdre une voix. Donc c'est vrai que si tu enchaînes ces quintes, du coup, on perd une voix sur les 4, et on a cette impression qu'il y a un problème. Mais si tu sais pourquoi tu le fais, si tu sais pourquoi là t'as mis des quintes et que c'est exprès, en fait ça peut marcher. Mais là, je sais pas, peut-être en jazz ils ont inventé d'autres peut-être d'autres règles que je connais pas. Mais en tout cas, au bout d'un moment, tu peux aussi te fier à ton oreille et te dire oui, je sais que je veux transgresser cette règle. Mais je sais pourquoi, mais là, t'as intérêt d'avoir de l'oreille, quoi. T'as intérêt de savoir pourquoi tu le fais, t'as plus que ça pour savoir pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien. Et de toute façon, les règles vont t'apprendre à faire une musique qui est cohérente, mais pas forcément une musique intéressante. C'est sur ces mots de Rémi Foucard que cet épisode se termine. Merci à lui et aux intervenants que nous avons pu entendre: Harmonie et Boris de Chien de Faïence, Thomas de Ben Nasser Al-Gandour, Laurent Blot, Jérôme Pichon, Lisa Portelli, Barbara Carlotti, Niki de Miller. Et rendez-vous au prochain épisode. Ce vaste sujet n'est pas clos, et d'ailleurs l'histoire des Shags n'est pas terminée non plus. Nous y reviendrons.
Et la chanson qui va clore cet épisode est en lien direct avec notre sujet et constitue un très bon prétexte pour écouter Sylvain Vanneau. Ça date de 2016 et ça s'appelle Les accords de 9e. À bientôt sur Trapanel. À bientôt sur Trapanel. Au revoir. À bientôt sur Trapanel. 9e. Les 9e, c'est cool. 9e. Les 9e, tout roule. À en croire les manuels de composition, il faut en user avec modération quand on veut séduire. 9e, les 9e lancinent. 9e, les 9e dessinent la ligne entre cool et moins cool. À en croire les manuels de composition, il faut en user avec modération quand on veut séduire. Dès le premier accord, à vous les guitaristes de classic rock, la rigueur des accords barrés, et à nous les plaisirs détendus de leurs frères suspendus. 9e, les 9e, c'est cool. 9e, les 9e, tout roule. À en croire les manuels de composition, il faut en user avec modération quand on veut séduire. Dès le premier accord, quand on veut séduire.